Fernand Lopez, bonjour. Bonjour, bonjour à tout MMA Fitness. Merci beaucoup. C'est un plaisir de nous recevoir ici, au MMA Factory à Paris. En ce moment, il se prépare quelque chose d'assez intéressant, c'est les IMAF, championnats du monde, amateurs. Uh-huh. Donc en ce moment, il y a beaucoup de rassemblements qui se passent chez vous au MMA Factory. Notamment, il y a Nicolas Hott, donc un de vos préparateurs physiques, qui a rejoint le membre de l'équipe de France. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Alors, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici, MMA Final, mais c'est aussi un plaisir de recevoir le comité français des MMA. Un rassemblement de jeunes qui vont représenter la France sur les échéances internationales sur le MMA amateur. Effectivement, comme d'autres salles sur la France, nous prêtons des locaux au comité français des MMA et ce week-end, ils sont chez nous. Il y a pas mal d'acteurs du MMA Factory qui ont soit aidé sur le comité français et le nouveau venu dessus, c'est Nicolas Hott. Nicolas Hott, c'est certes l'un des meilleurs préparateurs physiques en France, mais c'est un diplôme en diététique sportive, pour moi le meilleur en France. C'est un entraîneur sur ce qui est de la performance sportive, l'optimisation globale de la performance sociale autour du MMA qui excelle, qui a compris un peu le sens de la performance et quels sont les facteurs sur lesquels aller appuyer pour amener un jeune à un très haut niveau. Très rapidement, il a accompagné pas mal d'athlètes du MMA Factory déjà à l'UFC à l'époque. Donc voilà, il rejoint une équipe qui est très solide déjà avec Aldric Cassata, très bon entraîneur. Il rejoint l'équipe avec Aldric Cassada qui nous vient de Boxing Squad de Nice. Il rejoint Yuri Benjenari qui a aussi été formé au MMA Factory, qui est un excellent coach avec des origines de lutte mais qui comprend la logique du MMA Factory. Bakary, préparateur physique du Stade français, qui est aussi un entraîneur sur l'équipe. Il rejoint pour la diététique sportive. On a parlé d'Estelle PN, voilà, qui fait partie du membre de cette équipe. Et Madame Essia et puis Justin Brix pour ce qui est de la logistique et tout ça. Voilà. C'est une forte équipe que Nicolas Hott va rejoindre. Mais voilà, je pense qu'il va apporter sa petite pierre à l'édifice. Justement, Nicolas Hott, on peut dire qu'il est ici, c'est pas par hasard et ça tombe bien pour lui, car justement il a participé aux IMAF en 2015 avec Yuri Benjenari. Donc on peut dire que pour tous les petits jeunes qui sont en bas, c'est des sources d'inspiration, des sources de motivation, parce qu'ils sont passés par là. Absolument, quoi de meilleur que d'avoir quelqu'un qui a eu une petite expérience sur le haut niveau pour vous apporter aussi quelque chose. C'est ça qui est la plus-value de Yuri et de Nicolas Hott. C'est que Nicolas Hott a été médaillé d'argent au championnat du monde des MMA amateurs, quand Yuri Benjenari a été médaillé d'or. Ensuite, il est passé en pro, il a gagné au Cage Warrior, il a gagné au Bama, donc il a fait les deux plus grosses organisations européennes finalement, Nicolas Hott. Et oui, je pense que le fait d'avoir toutes ces casquettes de préparateur physique, de diététicien, d'entraîneur émérite, c'est-à-dire que quand moi, ce qui fait la force du MMA Factory, c'est que quand je suis en voyage et tout, j'ai des personnes comme Tonton, comme Sami Faidine, Tonton Christian Poumbou, hein, voilà, ceux qui ne le connaissent pas, celui qui a été le premier Français à gagner la ceinture d'une organisation majeure dans le monde, champion du Bellator. Et puis il y a Nicolas Hott, ce genre de personnes sur lesquelles je m'appuie qui vont continuer la pédagogie même pendant mon absence. Et je pense que toutes ces casquettes, avec le fait qu'il ait été à l'intérieur et qu'il ait vécu les étapes du championnat d'Europe, du championnat du monde, il va savoir guider les jeunes vers ce qui pourrait être le bon chemin pour la performance. Et vous personnellement, quel est votre point de vue sur les IMAF? Est-ce que vous pensez que pour un combattant, c'est bien de se forger en amateur longtemps, beaucoup, histoire d'avoir beaucoup d'expérience dans le combat et ensuite passer pro? Ou vous êtes plutôt partisan du fait de passer pro le plus vite possible, quoi? Je pense que de la même manière que sur la scolarité, il y a des personnes qui vont vous orienter sur des choix scolaires. De la même manière, il y a des choix professionnels à faire, des choix de sportifs à faire. Et j'individualise le choix. Vous prenez un athlète de haut niveau qui a déjà des compétences qui approchent du haut niveau,
comme Taylor Lapulus ou Cyril Gann ou Francine Gano, bah, je vais le pousser vers un chemin beaucoup plus court d'aller professionnel parce qu'il a déjà le ticket pour y aller. On le sent dans les facultés qu'il a des compétences qui vont lui permettre d'aller percer dessus. Mais d'un autre côté, quand j'ai eu le choix de pouvoir pousser Nicolas Haute ou Yuri à aller chercher la médaille qui lui a permis à Yuri d'ailleurs plus tard de pouvoir intégrer le Bellator, bah, c'est aussi un autre choix, c'est un choix d'orientation. C'est là où intervient le Management Factory, le côté du manager qui va choisir le bon ticket pour permettre aux jeunes d'avancer. En gros, qu'est-ce que ça représente l'IMAF aujourd'hui? Il n'y a pas plus prestigieux en termes de... On sait que le mouvement olympique et le mouvement sportif mondial, le CIO et tout ça, c'est un peu ce mouvement-là que suit l'IMAF. C'est-à-dire qu'il y a une fédération, il y a quelque chose qui est amateur. On sait que d'ici une dizaine d'années, le MMA sera un sport olympique. Et donc ça a une valeur, ça parle aux institutions, ça parle à la mairie, ça parle à la ville de dire je suis champion du monde, je suis champion d'Europe de MMA. Alors que quand on dit je suis champion du Cage Warrior de MMA, ça ne parle pas à la ville, ça ne parle pas à une institution. Donc c'est un bon biais qui permet d'aller de manière sûre, sécuritaire et apprendre beaucoup pour arriver ensuite avec une carte de visite de voilà. J'ai passé les étapes d'amateur, j'ai fait des bons combats. Aujourd'hui, je suis prêt pour le haut niveau. On est déjà connu par l'institution, les grosses organisations comme l'UFC qui vont plus recruter facilement parce qu'ils se disent c'est une valeur sûre. Il a fait toutes les étapes pour passer et puis il en est là aujourd'hui. Et vous, avec toute l'expérience que vous avez aujourd'hui, en ayant coaché des gens comme Cyril Gann, des personnes comme Francine Ganou, donc le haut niveau, est-ce que vous pensez qu'avec la légalisation du MMA en janvier 2020, normalement, est-ce que ça va apporter des subventions, ça va apporter de nouveaux clubs, ça va surtout motiver les jeunes à s'inscrire à faire du MMA? De manière générale, dès qu'il y a une délégation de pouvoir sur une fédération, il y a tout ça qui se met en route, toutes ces retombées qui vont arriver. Il y aura une explosion sur la pratique parce que du coup, il y a beaucoup plus de communication dessus. La communication elle vient du fait que les médias comme MMA Finance s'intéressent du coup au MMA et ça va développer de plus en plus le sport. Je pense qu'on a ressenti déjà cette année un gros rebond sur les inscriptions dans les salles de sport. On sait que dorénavant, les mairies n'auront plus peur de parler de ce sport qui était fustigé, pas interdit. Le MMA n'a jamais été interdit. Le MMA était juste interdit de compétition, mais en soi, le MMA avait des subventions. Déjà, il y a des clubs de MMA qui avaient des subventions, pas parce qu'elles sont du MMA, mais parce qu'elles sont une association sportive agréée jeunesse et sport. Aujourd'hui, il y aura un statut. Dorénavant, ces jeunes-là, ce regroupement de France-là, pourraient bénéficier des institutions de l'État, pourraient bénéficier des ministères, pourraient bénéficier des subventions, de les accompagner, pourraient avoir des facilités d'obtention de diplômes, des extensions de tous les avantages qu'ont tous les sportifs de haut niveau, la liste de haut niveau au ministère des Sports, on pourrait à moyen terme en bénéficier. Donc, forcément, oui, des retombées positives. Maintenant, j'aimerais parler du Management Factory que vous avez cité plus tôt. Aujourd'hui, le MMA Factory à Paris, c'est, on va dire, je pense, le plus gros club de Paris, on va dire la plus grosse école. Donc forcément, j'imagine que pour vous, c'est peut-être une facilité de signer des combattants, d'aller chercher des combattants. La facilité d'aller chercher des combattants, elle ne vient pas du fait que le Management Factory soit en collaboration avec le MMA Factory. Il s'agit de deux entités bien différentes. Le MMA Factory est une société, une association aussi en même temps de sport qui va promouvoir le sport, la pratique du sport et le développement de masse. À côté de ça, il y a une société de management qui s'occupe de manager non seulement des Français, mais aussi des étrangers. Aujourd'hui, on a Yon Kutelaba qui a combattu sur le dernier UFC et qui a gagné son combat. Il est moldave, il vit en Moldavie et il est managé par le Management Factory. On a Veronica Macedo, elle est du Venezuela, elle vit au Brésil et elle est managée par le MMA Factory. Elle combat le 16 décembre en Corée du Sud à l'UFC. Donc voilà, le management a des antennes un peu partout dans le monde. On manage environ 70 athlètes sur la France et on a une tonne d'athlètes à l'étranger qu'on manage. Alors la notoriété vient du fait de ce qu'on est capable de faire. Ce n'est pas simplement du fait qu'on ait des résultats sportifs, c'est aussi le fait que
sur l'année, quand vous suivez les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter de Management Factory, vous allez voir qu'il y a peu d'institutions en Europe qui sont capables, comme ça, d'avoir une dizaine d'athlètes sur toutes les organisations à travers le monde, tout le temps, quasiment tous les week-ends. Parce que voilà, on commence à jouir de cette confiance au niveau international qui fait qu'on essaie d'aller chercher à avoir une meilleure carrière pour les athlètes, aller chercher des sponsors de qualité pour les athlètes et leur proposer des choix de vie qui pourraient être plutôt dans l'idée d'améliorer leur carrière, d'améliorer les choix de leur fin de carrière, même plus ce qu'on appelle un double projet. D'accord. Et vous, avec tous les athlètes dont vous vous occupez, est-ce que vous avez le temps de gérer tout le monde? D'ailleurs, vous avez aussi ouvert un club dans les Pyrénées, dans le sud-ouest de la France. Donc c'est une filiale de MMA Factory. Est-ce que ce fait aussi d'avoir créé ce club, c'est peut-être aussi pour vous faciliter la tâche ici ou rien, pas du tout? Je pense que c'est sûr qu'à chaque fois qu'on se développe et qu'on veut de l'expansion, on réduit la qualité de travail si on ne s'adapte pas sur le terrain. Qu'est-ce que j'appelle l'adaptation sur le terrain? C'est simplement la formation des cadres. Quand j'ai commencé le MMA Factory, j'étais le seul professeur. J'enseignais j'enseignais sur quasiment 12 séances à la semaine. Aujourd'hui, il y a 22 coachs au MMA Factory. 22 coachs, vous imaginez? Sur le Management Factory, je suis un manager senior. Benjamin Sarfati est un manager senior. Nous sommes les dirigeants de la boîte. Mais il y a 6 managers juniors qui sont avec nous et qui nous accompagnent dans ça. Donc la délégation a fait qu'aujourd'hui, on est capable de faire de l'expansion. On est prêt pour la licence de marque, on est prêt pour l'expansion. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à vouloir avoir une licence de marque MMA Factory. Aujourd'hui, c'est parti. On peut commencer parce qu'on a la possibilité en temps réel d'envoyer 5 équipes dans 5 continents différents aller faire des compétitions. Avec chaque équipe, avec un staff de coach ultra performant. On a 22 coachs tous diplômés. D'accord. Et vous choisissez les coachs individuellement, selon leur qualité, leur capacité, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux combattants? L'idée en fait sur ça, c'est que c'est une facilité pour moi. J'ai été formateur sur la Fédération des sports de contact pendant 5 ans. J'ai été formateur, responsable de formation à la Fédération de lutte pendant 6 ans. La formation des cadres, la formation sur les coachs, les entraîneurs, je la connais un peu. J'ai été sur pas mal d'écoles privées. Je suis encore formateur sur l'INSEP, j'interviens sur les DES, les diplômes d'état supérieur. Je suis jury à la direction des sports à Paris. Donc du coup, je sais sentir à peu près c'est quoi la pédagogie. Et vous avez pas mal d'enseignants qui arrivent et vous avez des enseignants qui enseignent pour montrer les compétences, les compétences qu'ils ont sur l'enseignement. Et vous avez des enseignants qui enseignent pour transmettre ce dont a besoin l'élève. Et c'est ce que je repère moi. C'est ce que je vais chercher sur ceux de mes élèves que je sélectionne pour pouvoir être des coachs du MMA Factory. C'est des personnes capables de détecter et de comprendre les besoins exacts des athlètes et de cibler avec les connaissances les points de la performance sportive. Mais pas qu'on s'oublie, parce qu'on peut s'oublier rapidement. Je peux venir vous faire un cours. Pendant que je vous fais un cours, je fais un étalage de connaissances. J'oublie ma mission première. Alors que si je me ressens sur la mission première, je vais probablement vous donner moins de connaissances qui vous aveuglent, mais j'aurai des trucs assez précis sur ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, avec le MMA qui va être légalisé en France, est-ce que vous comptez peut-être agrandir le MMA Factory, créer une espèce de Jackson Wings à l'américaine, à la française, une espèce d'American Top Team? C'est un projet en cours peut-être? Dans l'idée de la continuité de l'expansion dont je pensais, ça va arriver bientôt. Ça a toujours été un rêve, on a des partenaires qui travaillent dessus. Alors, tout rapport confondu, on va essayer d'expliquer simplement les choses. Les grandes institutions, comme vous avez cité plutôt Jackson Wing, ETT, ces grands clubs américains, ont un truc qui s'adapte à l'Amérique. Ici en France, on est plutôt cosy. On a une salle comme celle-ci qui va faire 350 mètres carrés. C'est cosy à dimension humaine. Les États-Unis,
c'est tout de suite super grand parce qu'ils ont l'espace. La salle de sport, si je la mets un peu excentrée de la ville, j'ai peu de monde qui arrive. Même vous les journalistes, vous n'allez pas faire le chemin, alors que là, ici, au MMA Factory, on a la bouche de métro qui donne devant la porte, ça facilite les choses. Donc, voilà, ça demande beaucoup de moyens pour pouvoir mettre en place une structure aussi grande. En termes de logistique à l'intérieur, des compétences qu'on a, on y est déjà. Il y a des salles de sport qui, à mon avis, en France, il y a des salles de sport qui sont beaucoup plus au-dessus de ce qui se passe aux États-Unis. J'y ai vécu, je sais ce qui se passe. Ce n'est pas toujours comme on pense. Le sport universitaire est très avancé parce que pour enseigner à l'université le sport, il faut avoir fait des études. Le sport privé aux États-Unis n'est pas avancé parce que pour enseigner, on n'a pas besoin de qualification. On n'est pas soumis à l'obligation de qualification comme en France. On n'a pas besoin de diplôme. Et donc aujourd'hui, la pédagogie en France, moi je la valide plus celle qui est en France. Et la structuration des choses. Aujourd'hui, une petite salle comme celle-ci, on a un kiné, un ostéo, un médecin qui est là, donc ça c'est le staff médical, on a 6 préparateurs physiques, on a 3 préparateurs mentaux, on a 22 coachs sur le MMA comme je vous ai dit. C'est pour une salle de 350 mètres carrés. Est-ce que vous imaginez l'énergie qu'on met pour pouvoir donner la santé et l'optimisation de la performance sur une petite salle comme celle-ci? On a des partenariats avec des sociétés comme FitBody et tout qui arrivent et tout à la fin de l'entraînement et qui vont installer des machines complètes pour faire de la récupération tout de suite à la fin de l'entraînement. On a des partenaires comme Natural Force qui vont nous donner la supplémentation alimentaire pour tous ces athlètes. Donc, si vous voulez, en soi, le rêve de pouvoir faire une grosse salle, une grande salle comme aux États-Unis, c'est plus sur la dimension. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à envier de ce qui est de l'organisation ou du développement ou du fonctionnement d'une salle de sport. Et vous, avec toute votre expérience, c'est-à-dire votre expérience martiale et à l'étranger, au final, vous restez à Paris. Ça veut dire que pour vous, vous êtes ici chez vous, vous préférez rester ici. Encore une fois de plus, au risque de me répéter, je pense vraiment que on peut voyager pour aller chercher des choses qu'on veut, qu'on recherche, enfin des choses qui nous manquent. Mais je vous dis aujourd'hui, en France, il y a ce qu'il faut. Je vous dis, il y a quelques temps encore, avant que Taylor Lapillus ne rentre à l'UFC, l'UFC s'était réservé à des grands noms, à des personnes qui avaient 40 combats, 30 combats, Cheikh Congo, Sami Chiavo, c'était des grands noms, des grands combattants. Et Taylor arrivait avec un palmarès de pancrace, de 8 combats en pancrace. Et parce que j'y croyais, parce qu'on y croyait ici dans cette salle, on a réussi à prouver qu'on est capable d'aller à l'UFC sans voyager, sans s'expatrier et pouvoir faire des résultats. Il est allé à l'UFC, il a fait 4 combats, 3 victoires, une seule défaite. Okay? Il y a d'autres personnes qui sont allées vivre aux États-Unis qui ont un palmarès beaucoup moins brillant que ça, même dans la même catégorie. Donc du coup, ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que Francis Ngannou, il est né ici, sa carrière de MMA, elle a commencé ici. Sur tous les combats qu'il a fait, il a gagné. Tous les combats de l'UFC qu'il a fait, avec une préparation au MMA Factory, il les a gagnés. Jamais il n'a perdu un combat étant préparé ici. Il a perdu 2 fois à l'UFC, il les a perdus quand il a fait sa préparation aux États-Unis. Donc, si vous voulez, on peut dire ce qu'on veut, les statistiques restent là et ça montre qu'on a une compétence ici qui est un MMA différent, un MMA que je surnomme le MMA Champagne, le MMA particulier à la French Touch, qui est très bien. On a l'avantage, la plupart des gens disent « Oh, il nous fatigue, on demande beaucoup de papiers pour pouvoir être enseignant de MMA ou pour pouvoir enseigner le sport. » Mais c'est notre force, c'est ça. Parce qu'un mec qui enseigne le MMA ici en France et qui est un peu diplômé sur les autres sports, il connaît la biomécanique, il connaît la physiologie, il connaît l'anatomie du corps, il connaît le cadre institutionnel, il a compris comment fonctionne le corps et vous ne pouvez pas lutter contre ça. Le mec qui est aux États-Unis, qui a été un super champion, qui ouvre sa salle, les compétences qu'un petit jeune français qui applique bien ce qu'il a appris et qui effectivement connaît un peu le terrain parce qu'il faut un pifomètre, il faut sentir les choses, il est juste un génie. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des combattants, justement, de la Factory. Donc, plus précisément de Cyril Gane. En ce moment, vous êtes beaucoup consacré sur lui. On a vu son dernier combat à l'UFC. On a vu de quoi il est capable. On sait de quoi il est capable. Comment vous voyez sa carrière dans les 5 prochains combats? Alors, oui, Cyril Gane, il combat bientôt. Je suis concentré sur lui, mais 100% non.
Parce que, pourquoi déjà? Parce que Cyril ne nécessite pas 100%. Et c'est un athlète qui est très ouvert sur la communauté et qui n'est pas exigeant. Vous le voyez, toujours souriant, toujours détente et tout. Limite, c'est moi qui vais lui mettre la pression pour aller cibler les séances d'entraînement. Il n'en a pas beaucoup besoin. Il a son préparateur mental Ousmane, il a son préparateur physique Ryan. Je m'occupe de ce qui est la stratégie de combat. Voilà. J'y mets un peu de temps, mais voilà, je mets beaucoup de temps aussi sur d'autres athlètes. Taylor Lapillus qui va défendre bientôt sa ceinture au TKO au Canada. Rizenzoa qui fait son retour bientôt à la compétition. Nassourdine Imavov que je pense dans moins d'1 an on va voir à l'UFC. Mehdi Ben Lagda qui est au Cage Warrior et qui va probablement combattre pour la ceinture bientôt. Enfin, il y a beaucoup de monde qui ont un très haut niveau et qui peuvent aller loin. Donc du coup, je ne mets pas 100% sur Cyril Gane. Mais voilà. Quand il est en période d'affûtage comme maintenant et qu'on approche la compétition, je vais lui donner de mon temps de manière très optimisée. Et effectivement, voilà, où est-ce que je le positionne pour le futur? Comment je vois dans les 5 prochains combats? Je pense que si Cyril gagne ses 4 prochains combats, il est sur la ceinture de l'UFC parce qu'il est dans la catégorie de heavyweight et parce que la manière avec laquelle il va gagner les combats, forcément, ça va être impressionnant. Donc, oui, je suis serein. Je pense que Cyril gagne non seulement il va gagner ses combats successivement, et même s'il en perdait 1 ou 2, c'est pas bien grave. Il finira par être champion du monde de l'UFC. C'est quasiment une certitude. Et il finira par marquer l'image fortement l'image du MMA. De la même manière qu'aujourd'hui, quand Israël Adesanya a commencé, dès le premier combat, les experts ont senti tout de suite qu'il y avait quelque chose et qu'aujourd'hui il fait des choses incroyables. De la même manière, je pense que Cyril Gane va définitivement laisser son empreinte sur le monde du MMA. Mais on peut dire que Francis Ngannou a ouvert la porte un peu? Absolument, c'est un très grand avantage d'avoir un coéquipier du niveau de Francis pour Cyril. Vous avez un mec, vous faites du sparring avec un mec qui est classé numéro 1 mondial dans votre catégorie, c'est juste du pain béni, c'est juste génial. Vous ne pouvez pas avoir une meilleure expérience. Et puis, même quand Cyril ne veut pas et qu'il évite cette comparaison, il ne peut pas l'éviter systématiquement. On la lui rappelle, les journalistes lui parlent toujours du fait qu'il est dans la même catégorie que Francis, qu'il est poids lourd et qu'il a le même style et qu'il vient du même club. Donc forcément, ça lui a ouvert beaucoup de portes, ça lui apporte beaucoup d'attention. Et non, c'est une bonne chose, il ne faut pas cracher dessus, tout au contraire. Il en a tiré beaucoup d'expérience, il a appris en s'entraînant avec Francis, il a appris en regardant Francis faire sa carrière. Non, c'est une bonne chose. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, je pense que vous avez des gars ici comme Tonton, qui sont des super gars, qui arrivent toujours à mettre les autres à l'aise, à toujours donner le meilleur aux autres. Donc on peut dire qu'il y a une bonne cohésion d'équipe aussi dans la MMA Factory. C'est ça, le truc qui est le plus visible sur le MMA Factory, c'est cette cohésion d'équipe, c'est même pas une cohésion, je ne sais pas comment vous dire, il y a une espèce d'homéostasie, une espèce de truc qui se passe, où il y a une osmose avec tout le monde, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ça veut dire qu'on parlait de Tonton, c'est le vétéran, c'est l'ancien. Quand Francis est arrivé ici à la salle, c'est moi qui suis allé faire la présentation la première fois. Francis, Tonton, écoute Tonton, voilà, jeune qui arrive et tout, je veux que tu le prennes sous ton aile et tout. Et il a fait le parrainage, c'est-à-dire que la première société de sécurité où elle allait travailler, Francis, c'est Tonton qui l'y a amené, il prend soin de lui et tout. Et pareil pour Cyril, quand Cyril est arrivé, j'ai fait le même truc en disant, j'essaye toujours de faire qu'il y ait un parrain pour chaque athlète qui arrive au MMA Factory, un parrain qui va l'accompagner sur son chemin. Et Tonton montre l'exemple dessus et quasiment tous ils sont dans cette ambiance. Vous le sentez, hein, ça se sent. Vous arrivez, vous voyez que il y a de la bienveillance, il y a de l'amitié, il y a de la bienveillance, il y a vraiment quelque chose au-delà de la cohésion d'équipe, de famille. Fernand, merci vraiment de l'interview, du temps que vous nous avez accordé. Il n'y a aucun doute que MMA Fitness nous suivra quelque part un jour et que donnera des nouvelles de Cyril sur nous. Eh bien écoutez, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est de vous suivre, partir avec vous à l'étranger, utiliser notre média pour informer les gens de ce qui se passe à l'étranger, ce qu'on fait en français, et surtout que les gens soient unis en France. Merci beaucoup, c'est bien. C'est tout à votre honneur.
Merci pour ce que vous faites parce que c'est à une petite échelle, on ne le ressent pas, les gens ne le ressentent pas, c'est quoi la communication. Mais ce que vous faites, vous les médias, d'aller chercher ces insights sur le MMA, ça développe la pratique de masse. Merci à vous. Merci beaucoup.